Eh bien, bonjour à tous, bienvenue. Merci d'être présents pour cette table ronde. Ils ont créé leur média cette année, donc c'est quelque chose qu'on fait chaque année avec la correspondance de la presse. Donc, je suis journaliste et rédactrice en chef adjointe de la correspondance de la presse et j'anime cette table ronde. Donc, je remercie mes 4 intervenants d'être venus, de s'être déplacés ici ce matin pour discuter de leur expérience de médias, leur expérience de journaliste, de directeur de la rédaction, etc. Donc, vous verrez ça tout à l'heure. Donc, je suis très heureuse d'avoir ce plateau parce que c'est un plateau très varié. C'est des structures complètement différentes, à la fois des grands médias, des médias qui se créent de zéro et des supports médiatiques complètement différents puisqu'on a à la fois du papier, de la radio et de la télé. Et en plus, le lancement d'une chaîne TNT, ce qui est assez rare dans l'histoire. Donc on va commencer par Sébastien Liébus. Bonjour, vous avez mis votre plus belle casquette pour ce matin. Bonjour, merci de m'avoir invité. Et je suis très honoré d'être invité aux Assises du journalisme pour quelqu'un qui ne fait pas du tout de journalisme. Ouais, vous êtes le seul média non média de ça. Mais on joue à être un média, mais objectivement, on a les mêmes problèmes et les mêmes soucis qu'un média traditionnel. Donc c'est assez intéressant dans notre manière de fonctionner. Ouais, donc vous êtes fondateur et directeur de la rédaction et directeur général du Gorafi, un média qui nous fait rire depuis des années sur les réseaux sociaux. Vous venez de lancer votre journal papier, donc j'ai 2 exemplaires que je vais faire tourner dans la salle. Ça serait bien que vous jetiez un coup d'œil, que vous fassiez tourner et que vous nous le rendiez après. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous raconter d'où vous est venue cette idée saugrenue de lancer un journal papier en 2026, surtout que vous existez déjà sur le numérique? Voilà, racontez-nous un petit peu. Alors, il y a plusieurs raisons. C'est quelque chose auquel j'avais pensé il y a plus de 10 ans, même au moment du début du Gorafi. Pour beaucoup d'entre vous doivent le savoir, c'est que le Gorafi est très proche de son parent américain qui s'appelle The Onion. Et The Onion existait en version papier jusqu'en 2015. Ils ont arrêté en 2015 par rapport à la hausse du prix papier. Et là, ils ont recommencé il y a 1 an et demi à peu près, au format papier, mais mensuel. Avant, c'était un bi-hebdomadaire. Et moi, dès le début du Gorafi, je m'étais dit, tiens, pourquoi pas faire une version papier. L'avantage de The Union, c'est qu'ils étaient couplés à une publication qui est un peu une sorte d'agenda culturel, ce qui faisait qu'on achetait The Union autant pour se marrer que pour se renseigner sur les sorties ciné-théâtre. Et la ressortie de The Union en papier l'an dernier, ou il y a 1 an et demi, moi, m'a fait comprendre qu'il y avait un coup à jouer. Il y avait une opportunité pour nous et pour plusieurs raisons. La raison principale, c'est s'affranchir des algorithmes. Aujourd'hui, il y a énormément de gens sur les réseaux sociaux qui vont nous dire « on ne vous voit plus, vous avez disparu de nos timelines ». Et c'est vrai pour tous les réseaux sociaux surtout les réseaux méta. Ouais. Donc Instagram, Facebook. Voilà, où on peut disparaître des timelines pendant parfois plusieurs mois. Et des gens pensent que tiens, vous avez arrêté le Gorafi et tout. Non, on continue. Même rythme de publication tous les jours. La deuxième raison, c'est qu'on a énormément d'articles qui peuvent être censurés de manière complètement préventive et aléatoire. Chaque année, Meta met à jour ses conditions d'utilisation. Et chaque année, on a une quinzaine d'articles qui sont flagués parce que ça contrevient à ces nouvelles conditions d'utilisation. Alors des fois, c'est des raisons complètement absurdes. Genre, on avait fait un article sur le réchauffement climatique et en illustration, on avait mis quelqu'un en slip. Article censuré, retiré des publications. Parfois, c'est un article sur, par exemple, Cyril Hanouna se justifie après avoir invité Adolf Hitler à Touche pas mon poste. Article retiré parce que mention de Adolf Hitler. Et pas plus tard qu'il y a 2 jours, on publie un article qui est deux abrutis non... Donc sur LinkedIn, ça c'était sur LinkedIn. Ouais. 2 abrutis donnent naissance à un idiot. Article retiré pour harcèlement. En fait, l'IA, aujourd'hui, les modérateurs sont en IA. Ils avaient retenu juste les mots abruti et idiot et ils ont fait sauter l'article. Donc en fait, aujourd'hui, alors que ce soit le Gorafi ou tout autre média, on est à la merci de ce genre de modération complètement stupide et inique qui ne comprend pas le contexte du propos. D'accord. Donc, nous, notre volonté avec cette version papier, c'est à la fois de se rapprocher de notre lecteur, de pouvoir publier ce qu'on veut sans craindre une pré-censure ou de devoir constamment se justifier, pouvoir s'enrichir massivement.
Ça, c'est important. Et aussi, c'est redécouvrir le plaisir du titre court. Parce qu'en fait, moi, je suis très, très nostalgique de l'époque où Twitter était en 140 caractères. Et du coup, ça nous forçait à faire des titres très concis d'une centaine de caractères. Depuis que Twitter est devenu en 240, voire même plus, on se retrouve avec des fois des titres de 2 lignes, 3 lignes. Là, l'avantage, c'est que cette maquette nous impose des titres de entre 80 et 95 caractères, ce qui nous oblige les auteurs à retravailler leurs titres et à arriver sur des titres très concis, très précis. Et moi, j'aime beaucoup ça, cette gymnastique permanente de trouver le titre le plus court et le plus percutant possible. Et donc, vous avez vraiment choisi de faire un format vrai journal avec des fausses pubs et un journal qui sort tous les mois. Donc, voilà, pourquoi ce choix de faire un vrai faux journal ? Parce qu'en fait, on est déjà une satire d'un média. Donc, on a cherché à parodier un type de média existant. Et on est toujours plus percutant auprès du public quand il reconnaît la matière première qu'on va parodier. Donc ici, on a voulu reprendre la structure d'un média, c'est-à-dire vous avez la une, vous avez une parodie de dessin de presse, vous avez différentes publicités. L'avantage des fausses pubs, c'est que ça permet de donner une respiration et de sortir de l'aspect purement compilation d'articles. Ça, c'est un truc qu'on voulait éviter. Et vous avez des brèves, vous avez des parodies de livres, de couvertures de livres, et où que vous regardiez, il y a quelque chose. Il y a un gag, il y a un truc qui va attirer le regard. Et on a énormément regardé ce que font les autres journaux. C'est-à-dire que pendant plusieurs jours, on a acheté Figaro, l'Express, Figaro, Libération, plein de quotidiens, et on a regardé comment eux, ils construisaient leur une. Et on a regardé qu'est-ce qui était mis en avant, comment c'était construit et tout. Et à partir de là, avec les équipes de la Dépêche du Midi qui nous ont prêté leur maquette, on a organisé, placé les articles, voir qu'est-ce qu'on peut mettre en avant, comment on peut diviser les pages, quel type de pagination on va faire. Enfin, voilà. Ça a été un travail hyper intéressant parce qu'au final, il y a 3 mois, aucun d'entre nous dans la rédaction ne savait faire un journal papier, ne savait comment ça fonctionne. Et on a appris sur le tas. Et c'est passionnant parce que tout le résultat de maquette, travailler avec l'Occitane d'imprimerie qui imprime Midi Libre Dépêche du Midi et Midi Olympique, pardon. Et ils sont très contents de enfin publier un vrai journal sérieux. Et ils ont été très très émus de donner naissance à un média. Donc ce journal n'est pas financé par la pub, c'est 100% abonnement et vente en kiosque. C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les prix ? Alors, en abonnement, on est à 5,99 € par mois. Ça fait du 71 € à l'année. En kiosque, on est sur 6,99 €. Et alors, vous pouvez nous dire un petit peu en exclusivité ce matin, c'est un succès, surtout à Paris ? Alors, en région parisienne et dans d'autres régions, hein, on est quasiment en rupture dans plusieurs points de vente. On a tiré à 30 000 exemplaires. Et là, on est sur un réassort de 10 000 exemplaires. Et sur le site, on a dû mettre en place un lien qui permet de retrouver les différents points de vente à travers la France et de trouver où est-ce qu'il est disponible. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de gens qui nous écrivent en nous disant j'arrive pas à le trouver, il n'est pas dispo à tel endroit ou à tel endroit. Donc, nous, on conseille abonnez-vous, vous êtes sûr de le recevoir chez vous. Et là, on va lancer une réimpression massive pour que tout le monde puisse l'avoir. Mais c'est vrai que ce premier numéro va devenir collector. Ouais, il y aura des collectionneurs qui vont le garder. Merci Sébastien pour cette présentation. On va écouter Anne-Sophie Novelle. Donc on continue sur le papier. C'est un journal, un trimestriel complètement différent. Vous êtes donc cofondatrice d'ISME. Donc j'ai 2 exemplaires que je vais faire passer. Donc c'est un média ultra local que vous avez fondé. Bon, je vous laisse le présenter aussi et nous dire pourquoi vous avez eu cette envie de fonder ce média. Bonjour à toutes et tous. Je suis ravie d'être ici pour vous présenter ISME, l'encre de mer. Alors, on va me dire pourquoi ce nom. Alors, l'isthme, il faut savoir, c'est une langue de terre entre 2 mers. C'est un terme géographique. Et moi, je viens d'une petite commune qui est située à 25 km à l'est de Bordeaux, dans ce qu'on appelle d'ordinaire l'arrière-pays bordelais, mais qui n'est pas très apprécié par les gens. Cette dénomination ne plaît pas beaucoup. Mais en fait, on appelle ça l'entre-deux-mers. C'est entre Garonne et Dordogne. Cette zone géographique est délimitée par la remontée des fleuves, et donc de la marée sur la Dordogne et la Garonne.
Donc un isme, Isme est un prénom qui n'est pas trop donné, dérivé de aimer, et c'est un nom qui a été choisi par les lecteurs et lectrices qui suivent l'aventure, parce que l'idée a germé dans ma petite tête il y a 4 ans, mais lancer un média aujourd'hui, c'est quand même une pure folie. Faire du papier encore plus. Donc, on parlera des difficultés un peu plus tard. Voilà. Ouais. Mais donc je l'ai co-créé avec Yvan Maty, qui est photographe, et on est parti en septembre 2023 à vélo parcourir le territoire pour aller interroger qu'est-ce que l'entre-deux-mers et pourquoi créer un journal dans ce territoire. Moi, j'ai beaucoup questionné notre rapport à l'information. J'ai fait des films et des livres à ce sujet. Isme s'inscrit dans cette réflexion au long cours que j'ai démarrée en 2014 avec l'idée de questionner ma posture de journaliste. Moi, je suis spécialisée sur les questions d'écologie. C'est un sujet qui, d'ordinaire, devrait nous rassembler parce qu'on doit trouver des réponses communes aux défis du siècle. Or, c'est devenu un sujet de clivage politique très fort, et je me suis rendu compte que la manière dont on en parlait, notamment au national, n'atterrissait pas localement par chez moi, notamment dans les ruralités. On est enfermé dans des modes de vie qui font qu'on doit prendre la bagnole tous les jours, et l'entre-deux-mers, c'est une partie de la métropole bordelaise, les bournes, qui sont quand même des grosses villes, après toute une ceinture périphérique, périurbaine, et enfin les ruralités. Et il y a 80% des gens qui habitent dans l'entre-deux-mers qui font les trajets tous les jours pour aller travailler à Bordeaux. Et ça, déjà, ça doit interroger sur quel est notre rapport au territoire, quel est notre rapport à l'environnement, et ça questionne les modes de vie. Et je me suis dit peut-être que c'est important de repartir maintenant de la géographie pour questionner ce qui fait qu'on est pris dans des habitudes et qu'on a du mal à questionner ces habitudes. Et donc, journalistiquement, il y a peut-être des choses à faire à cet endroit-là. D'accord. Et donc, sur la forme, vous avez choisi un journal papier aussi, qui a une forme un petit peu originale. Alors, moi, je me suis dit, ça fait penser au 1 quand je le vois comme ça, mais finalement, c'est pas vraiment ça. Est-ce que vous pouvez nous le présenter? J'ai travaillé au 1, donc de fait, c'est un peu ma famille journalistique. Voilà, mais on a décidé avec Caroline Gomez, qui est la directrice artistique, de créer un journal qui est très long, qui se déplie. En fait, on dit, voilà, c'est gentil, il peut se lire à plusieurs, mais il fait 1 mètre de long, donc nous on dit on est le plus long journal de France. Voilà. Mais à chaque fois, on a un sujet, donc une grande thématique, et on fait un road trip, donc on questionne comment cette thématique traverse le territoire. Donc les journalistes, je leur laisse du temps et ils peuvent justement aller interroger. Donc le premier numéro, c'était, vous avez dit entre-deux-mers, personne n'est d'accord sur la définition de l'entre-deux-mers. Cette idée m'était venue d'un sujet du New York Times sur les quartiers de New York. Nous, dans l'entre-deux-mers, il y a gros débat sur ça commence où, ça s'arrête où, personne n'est d'accord. Donc on s'est dit, on va déjà questionner ça. Et pourquoi faire un journal à cette échelle je précise juste, il y a un site internet aussi, je le projette là, si vous voulez. Le site vient compléter. En fait, on a fait le choix de ne pas mettre de photos pour l'instant dans le papier. On est toujours un peu déçus avec Yvan. Quand il y a la photo, on s'est dit, la photo va être mise au cœur du site et aussi des événements que l'on crée, parce qu'on fait beaucoup d'événements. On a un média qui se dit expérimental, mais aussi un média médiateur, qui veut faire beaucoup de liens et beaucoup de présence sur le territoire. Sébastien l'a dit, en fait, les algorithmes nous enferment aujourd'hui. Avec Isme, on veut être un espace de résistance aussi par rapport à la polarisation de la société. On veut créer du débat, et ces espaces de médiation qu'on crée avec Isme permettent de nous réunir, de converser, de faire même on a le droit de pas être d'accord, justement, c'est bien, mais au moins on peut en parler en direct. Et c'est un peu l'idée. Donc on fait beaucoup d'événements. On est aussi très présent sur les marchés de plein air dans différentes communes. On fait des comités de rédaction ouverts. Donc on dit dans les prochains mois, on va travailler sur telle thématique, la santé, les vignes. Venez, on vous donne rendez-vous et venez nous exprimer vos sujets de préoccupation, etc. On écoute et ensuite on fait toujours une fête de lancement, plus des moments où on va débriefer aussi des numéros que l'on a fait pour faire progresser la formule, plus plein d'événements. Et donc les photos, quand on fait des événements, on les met avec des pinces à linge sur des fils, et les gens, on leur dit on vous a pris en photo, c'est pour une bonne partie sur le site, mais venez vous servir, vous pouvez récupérer ces photos. C'est aussi une logique de don et de contre-don, et les gens sont très touchés de cette attention qu'on peut avoir à leur dire ça vous appartient. Il y a un véritable échange. Oui, c'est important pour nous de le formaliser, et justement le papier a été pensé comme un objet qui se déplie, le territoire qui se déploie, et cette idée de dire on peut prendre le temps d'aller poser quelque chose et de le compléter ensuite en ligne.
Et on a toujours une carte, vous allez le voir dans les numéros qui circulent. Qui est détachable d'ailleurs. La carte est détachable. En fait, c'était important de se dire géographie, photographie, journalisme au long cours, mais étant un média de territoire, on peut travailler la représentation du territoire. Donc là, on a fait des cartes un peu traditionnelles, mais je viens de mettre en place un comité cartographique pour réfléchir à la bonne manière de représenter, de faire de la data visualisation ou de l'infographie. Enfin, ça, on va aussi évoluer. Et le côté participatif en ligne, sur le numéro qu'on a fait sur la boulangerie, on est parti des distributeurs de baguettes dans notre territoire. Ça doit arriver chez vous aussi, mais on peut acheter des baguettes comme on achète une canette de coca. On s'est demandé ce que ça signifiait, un distributeur de baguettes dans une commune. Ça veut dire qu'il y a une boulangerie qui a disparu, ça veut dire que le pain n'est plus fabriqué de la même manière. Ça raconte en fait l'aménagement du territoire. Et à travers ça, on parle de la bagnole en fait. Donc c'est aussi pour moi une tentative d'amener les questions de société qui, moi, m'anime énormément, mais d'une manière très ouverte pour que chacun puisse après se faire sa propre opinion et qu'on puisse en discuter. D'accord. Merci pour cette présentation. On va passer à notre deuxième Anne-Sophie, donc qui n'est pas Bertrand Rutilly, qui devait être aujourd'hui parmi nous. Donc Anne-Sophie Ladonne, merci beaucoup d'être avec nous. Donc vous êtes responsable artistique de France Inter et vous avez particulièrement travaillé sur Mon Petit France Inter. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, déjà nous présenter Mon Petit France Inter et sa petite sœur qui vient d'être lancée, et nous dire d'où vous est venue cette idée au sein de Radio France? Bonjour, merci de m'avoir invitée. Mon Petit France Inter est né cet automne d'une idée un petit peu collective de tout Radio France. En fait, depuis 2018 à peu près, Radio France produit énormément de podcasts enfants qui marchent très très bien, des podcasts pour les enfants. Et en fait, on s'est dit, avec toute cette diversité qu'on a, chacun reste un peu dans son couloir. Donc il y a les podcasts musicaux, les podcasts d'histoire, les podcasts, il y a des podcasts scientifiques, etc. Ce serait bien qu'en fait on trouve un endroit pour tout mettre ensemble, pour que les enfants puissent avoir accès à d'autres choses que le simple couloir dans lequel ils sont. Pardon, je vous coupe. Vous avez ramené des éléments sonores. Oui. Donc ça, c'est le réveil. Tout à fait. J'ai un truc pour t'aider à te lever de ton pied. Ah ouais? C'est Mon Petit France Inter. Génial! Un cocktail plein de vitamines, une bonne dose d'histoire, de la musique, un soupçon de blague et une pincée de magie. Waouh! Tous les matins, on se réveille ensemble avec Mon Petit France Inter. Donc voilà, ce qu'on entend là, c'est notre communauté d'enfants. Donc en gros, on est parti du principe qu'il y avait énormément de podcasts, énormément téléchargés par plein de parents pour leurs enfants qui sont demandeurs. On a voulu les mélanger et proposer une web radio pour les enfants. Donc Mon Petit France Inter, c'est une web radio, c'est du flux 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Qui mélange podcast et musique. Donc, par exemple, chaque heure, il y a 3 podcasts et environ 9 titres musicaux issus en partie de la playlist de France Inter et ce qu'on appelle les classiques France Inter, donc les musiciens qu'on a toujours suivis. Et l'idée, en fait, c'est de créer une communauté autour de cette web radio qui seront nos auditeurs de demain. On l'espère. En tout cas, ce qui est rigolo de voir en ce moment, c'est qu'il y a une forte audience le matin, au même moment où les parents écoutent la matinale. Donc les enfants ont leurs petites habitudes avec des petits bateaux à toutes les heures, quelques titres musicaux, une odyssée ou un bestiole, enfin voilà, les podcasts proposés par Radio France. Et voilà, puis à 8h30, tout le monde à l'école et c'est parti. Et ça fonctionne bien, puisque en exclusivité aussi pour les assises, vous avez une petite annonce à faire. Ça fonctionne très très bien. On a eu 1,5 million d'écoutes sur Mon Petit France Inter et pour Mon Tout Petit France Inter, donc la petite sœur. Mon Petit France Inter, c'est les enfants de 6 à 12 ans et Mon Tout Petit France Inter, c'est de 2 à 5 ans. Donc voilà, 250 000 écoutes pour mon Tout Petit France Inter depuis février et 1,5 million pour Mon Petit France Inter depuis mi-octobre, pardon. Et effectivement, la bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir passer en DAB+. Donc voilà, notre web radio va aller aussi sur la bande FM. Ouais, donc c'est ce qui permettra de vous écouter dans la voiture directement sans aller dans l'appli Radio France. Donc c'est plus simple. Tout à fait.
Ok. Bon, merci, Merci. pour cette présentation. Donc, on a aussi Céline Monsalier qui est avec nous, qui est directrice de la rédaction de Novo 19. Donc, vous avez lancé une nouvelle chaîne sur la TNT. Donc, c'est quand même une expérience assez rare dans l'histoire des médias en France. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où part cette idée du groupe Ouest France de vouloir lancer une chaîne sur la TNT nationale? Voilà, nous expliquer un petit peu quels étaient les objectifs. Bonjour à tous, je suis ravie d'être là. Effectivement, j'ai l'impression de sortir un petit peu de mon couloir de nage depuis le lancement de la chaîne. Alors, vous aurez compris, je suis directrice de la rédaction et non pas du directoire du groupe Ouest France. Donc, j'essaie de ne pas trop dire de bêtises. Tout est parti à l'été 2024, où effectivement le groupe Ouest France décide de se positionner pour pouvoir récupérer un des 2 canaux de la TNT qui se libérait auprès de l'Arcom. La volonté, je pense, du groupe Ouest France était d'avoir une diversification, de se diversifier. Aujourd'hui, dans les types de médias, on sait que la presse écrite n'est pas forcément est un média qui peut être un peu en difficulté, quels que soient les titres de presse aujourd'hui. Et donc, leur ambition était de se dire, on est numéro 3 sur les contenus sur le digital. La vidéo fait partie des contenus qui sont moteurs sur le web et digital. La télé, évidemment, fait partie de ces plans de développement. Donc la télé, elle fait partie d'un tout. Pour le groupe Ouest France, c'est pas je crée une télé et puis à côté je fais autre chose. On fait une télé pour avoir du contenu vidéo qui évidemment va avec une plateforme, qui évidemment alimente aussi aujourd'hui les sujets qu'on fait nous dans le JT, alimente aussi les sujets des sujets web de Ouest France. Donc voilà, donc c'est un tout. Et je pense que c'est comme ça que s'est positionné le groupe Ouest France, de se dire on a l'opportunité de lancer une chaîne de télé et évidemment en plus en lien avec les valeurs portées par le groupe Ouest France. Chaîne de télé, Pardon, je vous coupe, ouais. je lance en même temps des images. Donc ça, c'est la bande-annonce de la chaîne, Ouais. je pense. Donc on a dû le faire sur YouTube parce qu'il y a un petit problème technique sur ce qu'on m'a envoyé, mais voilà. Pas chez nous, rassure-moi, non. Non. Non, chez vous, ça va alors. Donc voilà, ça, c'était le lancement, ouais. Donc ça, c'est une bande-annonce de la chaîne. Donc Novo 19, c'est une chaîne généraliste de la TNT. Donc ça veut dire que, comme le nom l'indique, on fait un peu de tout. Donc il y a à la fois un talk que vous avez pu voir la bande-annonce, on a des documentaires, on a des films, on a un rendez-vous d'information tous les jours à 19h10 en direct. Et voilà, donc vous trouverez à la fois de la série, des reportages, des documentaires et de l'information et du talk sur cette chaîne qui est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Très bien, merci. Ce que je voulais aborder ensuite avec vous, c'était finalement un petit peu votre parcours à chacun, savoir rapidement ce qui vous a amené là où vous êtes aujourd'hui, et aussi les difficultés que vous avez eues, que vous rencontrez aussi même aujourd'hui à lancer votre média. Qu'est-ce qui vous a marqué, qu'est-ce qui est difficile, le plus difficile pour vous et selon chacun vos supports. Je ne sais pas qui veut commencer. Peut-être Sébastien, tu reprends le micro. Mon parcours, il est assez particulier parce que moi j'ai fait des études de cinéma, d'abord un lycée en option audiovisuelle, après en fac art du spectacle avec une spécialisation en études cinématographiques. Je suis monté sur Paris au début des années 2000 et j'ai commencé à trier du courrier et j'ai démissionné avant que je devienne fou parce que ça me bouffait le cerveau. Je me suis retrouvé presque par accident sur Direct 8 à faire le zapping de la chaîne, à faire des reportages, à faire une voix off pour un programme pour enfants, à faire les dessins qui allaient en arrière-plan pour cette émission. Et c'était aussi ma première expérience dans un média. Mais parallèlement à tout ça, en fait, j'ai toujours écrit depuis le collège. J'ai toujours écrit. J'ai eu ce goût pour l'écriture, pour jouer avec les mots. Et tu collectionnais même je collectionnais même les coupures de presse quand j'étais tout petit. Je les ai encore. J'ai plein de cahiers avec plein de coupures de presse de la PQR. Mais j'ai toujours aimé ce rapport avec les mots. Et j'ai écrit, mon premier roman est sorti l'an dernier qui s'appelle Le Président est constipé aux éditions du Cherche Midi. Et oui, tout le pitch est dans le titre, c'est assez simple à retenir. Mais j'ai toujours aimé cet amour avec les mots et cet amour entre la fiction et la réalité. Et c'est un des effets que j'ai retrouvé dans le Gorafi, que j'ai créé donc en 2012, tout seul dans mon coin, sans jamais imaginer les conséquences que ça aurait, le succès que ça aurait. Moi, j'ai lancé ça absolument tout seul. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à le lancer à ce moment-là? Alors, tu t'es dit, bon, allez, là, je me lance, mais est-ce que tu as eu un déclic?
d'un, je m'ennuyais, parce que j'étais dans un travail qui m'ennuyait profondément, donc j'étais une zone de bar-out totale. Deux, je suis en train d'être diagnostiqué TDAH, HPI, et nous, en fait, on a cette tendance à la fabulation. On est fasciné par tout ce qui est histoire de mensonges et tout. Donc, plutôt que de devenir profondément mythomane, je me suis dit, tiens, si j'utilisais cet amour pour le mensonge pour jouer avec la différence entre fiction et réalité. Et quand j'ai commencé à écrire dans ce style d'hugographie, je l'ai commencé en 2004, et 4 ans plus tard, j'ai découvert The Onion, en fait. Et ça m'a rassuré, en fait, sur que ce style d'écriture existe, une écriture très subtile, très recherchée, et j'étais en même temps désespéré parce que ça existait déjà, donc j'étais loin d'avoir inventé quelque chose, mais ça m'a montré que c'était possible, dans le côté production industrielle, de faire un journal entier. Et du coup, on l'a lancé, le site a eu son succès que vous connaissez tous, le Gorafi, c'est devenu aujourd'hui un synonyme de satire, fake news, d'informations un peu insolites. Il y a un ton particulier, un humour particulier. À quoi c'est dû pour toi, cet humour Mais c'est un humour qui n'existe pas en France. En fait, en France, on a été nourri avec un humour, je vais dire ça sans terme péjoratif, même si ça va sonner à certains, un humour franchouillard, qui est un humour où il faut que la blague soit visible. Il faut qu'on un peu lourde. Voilà, un peu lourd, il faut qu'on se tape sur la cuisse. C'est le ha-ha. Tandis que le Gorafi, on était un humour plus anglo-saxon, plus subtil, plus recherché. C'est un humour un peu à code, qui va vraiment être un peu une espèce de clin d'œil avec le lecteur. Et c'est vraiment très différent, en fait, de l'humour français de base. Et c'est pour ça que ce style d'écriture, en fait, en France, il n'est pas si répandu que ça. En plus, et j'aimerais en profiter pour tirer mon chapeau aux sites satiriques locaux qui font ça. Vous avez l'Écho de la Boucle à Besançon. Alors, je ne sais plus trop s'ils existent encore aujourd'hui. Vous avez le Ouest Franc dans le Maine, qui sont très actifs. Mais faire la satire au niveau local est beaucoup plus compliqué et complexe qu'au niveau national comme nous, parce que vous avez énormément d'enjeux économiques. Et aller faire un article satirique sur un maire, un conseiller régional ou général en période de réélection, bon courage, parce qu'eux, ils n'ont aucun humour. Et donc cet humour, tu me disais quand on préparait la table ronde, ça m'a beaucoup amusé, en même temps c'est assez profond, c'est que finalement, dans le Gorafi, vous jouez sur l'absurdité du quotidien. C'est ça, en fait, c'est des titres, en fait, on va jouer sur l'absurdité du quotidien, on existe vraiment dans un prisme très particulier d'humour, où on va faire des blagues à la fois, je sais pas, sur Trump, ou quelqu'un qui va oublier, qui va faire une lessive sans perdre de chaussettes, en fait. Et l'effet comique Gorafi va venir de ce que vous parlez, et de ce dont vous parlez, et dans la manière dont vous le traitez. C'est-à-dire que, par exemple, vous allez parler de quelqu'un qui lance une machine à laver et qui réussit à ne pas perdre de chaussettes, et vous adoptez le traitement d'un BFM TV. Et c'est cet effet comique-là que moi j'aime, que je recherche. Et après, vous pouvez jouer aussi sur l'ironie, le sarcasme. La satire, elle peut utiliser tout et n'importe quoi. Ça peut donner le point de vue de tous les objets dans une pièce pour raconter une histoire. Et un jour, on a fait un article sur un disque dur, une interview d'un disque dur ou une interview du virus Ebola. Votre lecteur sait que, évidemment, le virus Ebola ne peut pas donner d'interview, mais vous jouez avec les codes de manière à ce que, au final, ça devient presque crédible. Et c'est ce plaisir-là. C'est ce qui rend parfois absurde ce que nous faisons, nous journalistes, parfois sur certains titres, sur la manière de traiter l'information. Ça nous permet de prendre du recul aussi. C'est ça. Et le Gorafi, je vais essayer d'être très court, on se base sur la titraille de presse. Et moi, j'adore le titre de presse à l'ancienne. Et s'il vous plaît, amis journalistes, continuez de faire ces titres à l'ancienne, parce que si vous ne faites que des titres sur on a la réponse genre le verdict de ce procès va tomber, ou qui est machin qui est devenu machin, en fait, on assiste à un appauvrissement du titre de presse au profit du SEO de Google. Donc je sais que les rédactions luttent pour avoir de la visibilité sur Internet, mais derrière, c'est au détriment de cette titraille à l'ancienne. Et en fait, on se rend compte que, moi j'ai discuté avec nos confrères de The Onion qui ont ce même problème aux États-Unis, où le titre de presse se désagrège pour être SEO compliant, comme on dit, et le Gorafi et The Onion deviennent les derniers à utiliser un titre de presse à l'ancienne. Cette musicalité qui a fait le succès du Gorafi, parce qu'on se base sur la musicalité du titre de presse. Et alors, pour revenir sur les difficultés de lancer un journal, quelles sont les plus grandes difficultés
auxquelles tu dois faire face aujourd'hui? Le nombre de fautes par article. En fait, on a surtout travaillé, c'était sur la maquette, la taille, la longueur des titres. Et comme je disais tout à l'heure, en moyenne, maintenant, j'essaie de demander à nos auteurs de faire des titres de moins de 100 caractères. C'est très compliqué parce qu'ils aiment bien prendre leurs aises. Et sur le Gorafi, donc là, sur la maquette, on avait entre 80 et 95 caractères. Donc ça demande de retravailler les titres qui soient le plus concis et sans perdre pour autant la nature même du Gorafi. Mais nous, ça nous oblige aussi, et moi ce que j'aime beaucoup, c'est les titres anglais de The Onion. Vous verrez, il y a cette beauté du titre, des titres très très courts en fait. Parce que la langue anglaise le permet. La langue française, c'est plein de déterminants, le, la, li, du, enfin c'est très épuisant. Mais moi j'aime un titre court. Pour moi, c'est vraiment génial. Après, en termes de difficulté, on a bien travaillé avec la Dépêche du Midi, l'Occitane d'imprimerie, ce qui fait que bon, ils nous ont bien drivé, ils nous ont bien coaché, ce qui fait que voilà, on n'est pas tombé sur des écueils qui nous ont dit on peut pas aller plus loin. Donc on apprend au jour le jour, on apprend à faire un journal et c'est une super école. D'accord, très bien. Merci. Alors, je redonne peut-être la parole à Anne-Sophie Novelle. Sur ton expérience, donc tu nous disais, tu as été journaliste pendant longtemps. Pour quels médias tu as travaillé? Et qu'est-ce qui t'a aussi donné envie de créer toi-même ton média, d'avoir est-ce que tu avais cette fibre entrepreneuriale à l'origine? Et quelles sont les difficultés auxquelles tu dois faire face? Alors, moi, ça fait 20 ans que je travaille comme journaliste en tant que pigiste à mon compte. J'ai travaillé 12 ans avec Le Monde sur la question des alternatives, 4 ans avec Le 1. Je travaillais aussi pour l'Express, pour RFI, pour La Croix, pour la télé aussi. Donc des grands médias nationaux. Un peu de tout. Et des médias plus spécialisés sur l'écologie comme Vert, à l'époque Kaizen ou d'autres, parce que c'est vraiment... je suis devenue journaliste pour parler de ces questions. Donc c'était un peu ma ligne. Et ensuite, j'ai questionné justement le traitement de l'écologie dans les médias. C'est ce qui m'a amené à faire des films et des livres qui ont questionné le fonctionnement de la fabrique informationnelle et à développer ensuite de l'éducation média, à dessiner la carte du paysage médiatique français pour essayer de donner un abord à ce paysage qui est parfois compliqué à comprendre. Tu ne te retrouvais pas dans la couverture éditoriale de ces questions dans les grands médias pour lesquels tu as travaillé? Quand j'ai commencé, c'était compliqué. Ouais. C'était soit des journalistes militants, soit des traitements trop bisounours. C'était jamais à la une des médias. Ça a changé. Donc tu avais du mal à trouver ta place C'est surtout l'écologie qui avait du mal à trouver sa place. Ouais. Moi, voilà, j'ai pas fait d'école. Je sortais d'une thèse d'économie. Je traitais d'écologie. J'étais une jeune femme de 25 ans. Enfin, je cochais rien de ce qui allait pour rentrer aussi dans ce monde-là. Mais ça ne m'a pas arrêtée non plus parce que je suis contente du parcours que j'ai eu et j'ai beaucoup appris. Et après, on a porté aussi la charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique et j'en suis venue à enseigner dans des écoles et à former énormément de mes confrères et consoeurs aujourd'hui. Donc en fait, je suis très satisfaite de tout ce que j'ai fait, mais à un moment, et ça a commencé en 2022 au moment des présidentielles, je me suis rendu compte qu'il était important aussi de se réancrer. Et rien qu'à l'échelle de ma rue, je faisais des observations d'histoires à raconter qui étaient très révélatrices. Ce qui est la base du journalisme. Enfin, je sais qu'il y a pas mal d'étudiants d'école. C'est ce qu'on nous dit. On sort de l'école et on nous demande de voir ce qu'il y a immédiatement autour de nous. Et moi, c'était les histoires d'aménagement du territoire et justement de ce qui nous enferme en fait au quotidien, qui nous empêche justement de. Et donc, c'est là que l'idée de créer un média local est née. Mais j'y suis pas allée tout de suite parce que ça m'a fait peur, en fait. Pendant 1 an et demi, j'ai fait beaucoup de rencontres dans des cafés associatifs, on a fait des projections de mon film, on s'est baladé, on a beaucoup écouté. Et je me suis fait accompagner par d'autres fondateurs et fondatrices de médias. Et je me suis dit, en fait, j'ai pas l'argent, mais donc j'ai travaillé sur un film il y a 2 ans avec Alain Bertrand, j'ai mis des sous de côté, j'ai pas le droit au chômage. Enfin, je me suis organisée de manière à pouvoir lancer ce média en me disant, on n'a peut-être pas l'argent, mais on a du temps. Et donc, on a pris notre temps pour créer ISME. ISME, vraiment, on sait que c'est de la persévérance et que ça va s'inscrire dans une démarche au long cours. Donc toi, la question financière, de trouver les fonds nécessaires pour lancer ton média, ça a été une des premières questions, une des premières difficultés? Évidemment, parce que moi, j'ai provisionné de l'argent, je l'ai mis de côté un petit peu. J'ai continué à faire que des piges à côté. Et ensuite, on a donc créé l'association en mars 2024 avec Yvan. On a fait un premier dossier auprès de la DRAC pour les fonds médias de proximité. Et la surprise qu'on a eue, c'est qu'en décembre 2024, ils nous ont dit on vous donne, je crois, 7 500 €.
Donc on s'est dit, c'est un signe assez intéressant. Et donc 2025, j'ai travaillé 1 an bénévolement sur ISME, où j'ai rempli beaucoup de dossiers de demande de subvention. Donc on est un média à but non lucratif, sans publicité, mais j'ai obtenu des aides de la région, des aides au niveau européen, de nouveau un soutien de la DRAC. On a fait une campagne de crowdfunding aussi tout l'été dernier. On a réussi à récolter 17 000 €. Et donc c'est ce qui m'a permis, non pas de me rémunérer, mais de payer l'équipe pour en fait asseoir le socle du journal. Donc l'équipe pour réaliser le numéro papier, et ensuite pour lancer le site web. Et donc là, en début d'année, j'ai commencé à pouvoir me faire des piges, parce que c'était aussi important. Si on en Oui, parce que tu travailles gratuitement finalement. Oui, mais en fait, c'était à ça qu'il fallait que je me prépare, parce qu'en fait, quand on lance un média, et qu'on part tout de seul. rien, évidemment qu'à un moment, sans argent, c'est du temps qu'il faut mettre. Donc, et c'était l'idée de dire, maintenant, j'ai 45 ans, j'ai 20 ans d'expérience, j'ai observé plein de choses. Si je peux essayer de déployer quelque chose et de tester, Jean Abiatessi m'a dit un jour, Anne-Sophie, toi tu testes beaucoup de choses, vas-y, en fait tu peux faire un média expérimental et amuse-toi là-dedans. Et je dis en fait c'est ça qui me va, j'ai pas un objectif de performance, j'ai rien à prouver. En revanche, je sais qu'on peut faire du bien en faisant bien notre métier et en allant apaiser le débat, en allant proposer cet espace de partage autour de la bonne information. Et c'est ça qui m'intéressait, avec l'idée de dire on crée un média local, mais qui sera en synergie avec d'autres médias locaux et aussi au national. C'est-à-dire qu'on fait beaucoup de... On interpelle, par exemple, pour les municipales, on a fait un papier pour expliquer comment les médias locaux comme Sud-Ouest, Républicain ou autres s'organisent pour suivre les municipales. Donc on fait aussi beaucoup de pédagogie les autour coulisses du métier journaliste. finalement que le public ne connaît pas. C'est important pour moi d'aller porter cette parole-là. C'est une forme d'éducation aux médias, tu penses ? En fait, nous, on veut faire beaucoup d'éducation média. C'est-à-dire que notre format, on va dans les écoles, mais on va aussi s'adresser au public adulte pour faire de la sensibilisation au fonctionnement des médias. Mais on fait aussi des ateliers avec de la cartographie. Donc, on a des paysagistes. On a l'École nationale supérieure d'architecture et de paysage avec qui on a fait un partenariat. On peut passer aussi à travers un travail autour de la carte. On travaille les récits. On interroge le rapport au territoire et donc on récolte aussi beaucoup de choses à travers ça. Donc, on va déployer toute cette démarche de médiation qui va nous permettre, je pense, d'aller tester des choses, et par la photo et par le podcast. Donc on va aussi, quand je dis vraiment expérimenter, c'est tester plein de choses et se dire comment est-ce qu'on trouve une formule qui peut fonctionner à cette échelle-là. Ok, merci pour ce partage d'expérience que je trouve toujours inspirant. Anne-Sophie Ladonne, donc toi à France Inter, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours rapidement ? Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'intéresser au contenu pour enfants et les difficultés que vous avez peut-être à Radio France, parce que je crois qu'à l'origine le projet n'était même pas budgété. On sait que là, l'audiovisuel public est un peu limité dans les moyens. Il y a tout un débat, un sujet là-dessus. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu tout ça ? Alors, moi, je suis arrivée en 2009 sur une émission média après une école de journalisme. Et en fait, donc, j'ai commencé sur une émission média animée par Pascal Clark qui s'appelait Comme on nous parle. Et en fait, j'étais un peu préposée aux archives. Et à ce moment-là, fraîchement sortie d'école, je me suis rendu compte qu'on n'utilisait pas du tout assez l'INA, qui a un site qui est absolument fabuleux, avec énormément d'archives, des discours, plein de choses, quoi. Les premiers pas de l'homme sur la Lune. Et en fait, on s'en sert pas du tout en support pédagogique, que ce soit à l'école ou dans le supérieur. Et je pense même que les élèves n'ont pas le réflexe de le faire. Je ne sais pas s'ils l'ont aujourd'hui, mais en tout cas, moi, c'est un réflexe que je n'avais pas eu. Je ne vous cache pas que je me suis énormément ennuyée à l'école de manière générale et que je me suis dit qu'il fallait absolument créer des supports pour que les jeunes et les enfants puissent s'intéresser à des sujets, rendre les sujets ludiques. Et nous, c'est exactement ce qu'on propose sur mon petit France Inter, c'est d'apprendre tout en s'amusant, en prenant du plaisir. Donc les enfants, ils vont écouter des podcasts et ils vont pas se rendre compte qu'ils apprennent énormément de choses. Par exemple, notre podcast Bestiole, c'est on prend un animal et on explique où il vit, comment il vit, qu'est-ce qu'il mange, à quoi il sert dans la chaîne alimentaire, des petites bricoles aussi qui peuvent nous faire gagner au Trivial Poursuite, par exemple. Voilà, des petites choses un petit peu bêtes comme ça, mais qui sont... Et les enfants n'ont pas l'impression d'apprendre énormément, alors qu'en fait...
voilà, un podcast plus un podcast plus un podcast, ça fait beaucoup de connaissances. Et donc les difficultés à Radio France pour dire, voilà, on mobilise de l'argent, des équipes, parce qu'il n'y avait même pas d'équipe dédiée à l'origine. Non, en fait, on a un peu... donc, depuis 2 ans, on sait qu'on a envie de créer cette web radio. Donc, ce flux pour les enfants. Effectivement, il n'y avait pas de budget. Donc, en fait, on a un petit peu attendu que du temps se libère un peu malgré nous. Voilà, un petit trou dans les moments de production. Oui, vous faisiez ça en plus de vos fonctions officielles, en fait. Ouais. Il n'y a pas eu une personne nommée en plus pour venir nous aider. Donc, on a fait ça un petit peu après la rentrée. Et finalement, en fait, on a appris en septembre qu'il fallait le sortir la veille des vacances de la Toussaint, ce qui nous a laissé à peu près un mois et demi pour conceptualiser la chose. Donc, ce qui est rien. C'est rien. Franchement, c'est rien du tout. Mais on est tous... on est habitué à improviser en radio, on passe notre vie à ça, à aller vite, à réfléchir vite et à s'organiser pour que les choses soient OK au moment du direct ou au moment de la sortie. Et donc à ce moment-là, on s'est posé la question, OK, donc on va mettre des podcasts et de la musique, mais comment on va faire pour lier tout ça ? On a un petit peu réfléchi. Donc nous, sur France Inter, on a nos voix d'antenne qui nous disent qu'on est sur France Inter, qu'on écoute Grand Bien vous fasse et que c'est Ali Rebéi. Est-ce qu'on avait envie de demander à une voix un petit peu, c'est pas plombant, mais un petit peu pas forcément ludique de faire ça? On s'est dit que absolument pas. Et c'est là qu'on a décidé de créer notre communauté d'enfants, donc sur mon petit France Inter. Donc les enfants, c'est marrant, comment vous les avez choisis? Qui sont les enfants? Les enfants, ce sont nos enfants, parce qu'on n'avait pas le temps de faire un casting et pas de budget pour les rémunérer, comme on était parti sans budget. On est tous tellement investis dans nos missions et dans nos travaux. Même vos enfants. Et nos enfants sont tellement contents d'écouter les podcasts. Et d'être sollicités pour ça, qu'ils sont venus avec plaisir. Donc c'est vrai que j'aurais pu vous amener une ou deux petites photos des séances. En gros, je les ai pris par groupe de 5-6 pour qu'il y ait quand même une petite émulation entre les enfants. Et je leur ai écrit des centaines de phrases à dire chacun, les uns les autres. Parce que en fait, donc, mon petit France Inter, c'est pas juste on va te faire écouter des podcasts et de la musique toute la journée, mais on va vous accompagner dans la journée. Donc, il faut souhaiter bonjour, bonne nuit, tiens, ça va être l'heure du goûter, maintenant, on va écouter de la musique, là, c'est l'heure de la boum, là, c'est l'heure de la grande fiction, etc. Et donc, voilà, et donc, il faut les faire répéter, et voilà, c'est super, super sympa. Okay. C'est fatigant, mais c'est très, très sympa. Merci. Céline, donc toi, ce que je trouve intéressant dans ton parcours, que tu vas nous résumer aussi, c'est que finalement, ce n'est pas ton premier lancement de chaîne, puisque tu avais participé au lancement de la chaîne BFM TV, mais en tant que journaliste. Est-ce que tu peux nous raconter cette expérience que tu as et les difficultés auxquelles vous devez faire face quand on lance une chaîne TNT de zéro? Alors effectivement, tu ne me rajeunis pas en disant ça, oui. Donc on ne donnera pas la date de lancement de BFM TV. Vous pouvez regarder sur Google. Voilà, quelques petites années. Effectivement, j'étais... 2005. Donc j'étais journaliste, effectivement. Donc cette expérience de lancement, ça prend une chose, et ce que j'essaie de dire à mes équipes, ça prend la frustration. Parce qu'effectivement, quand on lance une chaîne, on sait là où on aimerait aller et on sait qu'on ne va pas y arriver tout de suite et que ça va prendre un certain temps parce que voilà, moi j'avais déjà un petit peu travaillé avant, bon je suis vieille mais quand même un petit peu travaillé avant et donc on a envie de faire ça, on a envie de pouvoir aller couvrir, d'aller faire plein de reportages, on a envie de pouvoir avoir plein de moyens techniques, bref on a plein d'envies. Sauf que dans la vraie vie, c'est pas totalement possible avec un lancement de chaîne. Donc j'ai appris ça d'un lancement de chaîne. J'ai appris aussi qu'une chaîne, elle peut grandir très vite. Et donc c'est-à-dire que les process aujourd'hui, la chaîne on est 30. La rédaction, on est 8 à Rennes, donc c'est tout petit. Hein. Mais je sais que ce qui est valable à 8 doit être valable potentiellement à 20, à 25, à 50, à 100. Et c'était un peu l'expérience un peu douloureuse qu'on a eue, nous, à BFM TV, où il n'y avait pas trop ça. Donc au départ, c'est passer un message quand tu es à côté, c'est facile. Et puis quand en fait, tu as un autre étage et quand tu dois mettre en place des process, nous, on a été complètement largués au départ en disant je vais appeler Aurore, c'est simple. Ah ben non, on dit il ne faut pas appeler Aurore, il faut envoyer un mail, etc. Donc voilà, donc c'est aussi d'apprendre à vivre et à mettre en place des process dès le départ. Et donc après BFM TV, moi j'ai fait un peu le même parcours que toi. J'ai quitté BFM TV en 2019. Je me suis réinstallée en Bretagne. Et donc j'ai lancé un média local qui s'appelle MapInfo, qui fait du journalisme de solutions.
sur la Bretagne. Et donc, avec toutes les difficultés, tu évoquais le fait de pouvoir être reconnu CPPAP. Moi aussi, j'étais hyper fière le jour où je me suis dit, ça y est, je suis un vrai média, je suis reconnue CPPAP. Je me souviens aussi d'avoir fait toutes les démarches pour avoir une aide au financement. On m'a gentiment envoyé un mail disant, en fait, les budgets sont gelés. Donc, j'ai fait, ah, mince, c'est ballot. Donc, voilà. Et donc, tout ça a fait qu'en quittant BFM TV, en lançant mon média, j'ai appris le digital. J'en avais jamais fait. Moi, j'ai toujours fait que de la télé. J'ai appris ce qu'étaient les réseaux sociaux. J'ai appris les algorithmes. J'ai appris les contraintes. Et que quand on m'a gentiment fait signe à Rennes pour intégrer la rédaction de Novo 19. Mais comment ça s'est passé alors, en fait ? Alors, c'est hyper simple, ça s'appelle un mail. Tu vois, on se dit, tiens, est-ce qu'on peut se rencontrer? Un mail de Guénaëlle Trolli, qui est la directrice de la chaîne, qui m'a envoyé un mail un samedi matin en me disant, est-ce qu'on peut se voir? Je dis oui. C'est quoi tes échéances? Lundi. Ah, ok, bah, du coup, lundi. Ça, en général, c'est bon signe. Oui, c'est plutôt bon signe. Et voilà, et en fait, Guénaëlle, quand la chaîne, je vous disais, 2024, ok, il y a l'accord de l'Arcom pour lancer Novo 19. Donc, il y a pas mal de choses à mettre en place. Il fallait trouver un talk, donc beaucoup de choses. Et puis, il y avait effectivement cette information, puisque dans l'Arcom, on doit faire 12 minutes d'information par jour. Ça fait partie de notre cahier des charges. Voilà, dans la convention de l'Arcom, qui est notre Bible à nous, au quotidien. Et donc, voilà, il fallait faire cette info. Et puis, finalement, Guénaëlle, elle ne s'était pas trop penchée là-dessus. Donc, elle me dit, cherche quelqu'un pour faire l'info de la chaîne. Est-ce que ça te dit? Donc, j'avoue, j'ai réfléchi pour être vraiment hyper transparente. C'est vrai. Qu'est-ce qui t'a fait? J'ai réfléchi parce que j'avais lancé mon média, parce qu'on y croit. Je te rejoins. C'est de l'énergie. C'est du temps, enfin voilà, c'est beaucoup d'engagement. Alors j'ai la chance, le média existe toujours. Alors, évidemment, il est beaucoup plus freiné puisque j'ai moins de temps. Mais et puis parce qu'on se dit un lancement de chaîne, ça va être un bordel son nom, on va pas se mentir. On se dit waouh, la tannée quoi. Et puis voilà, et en fait. Est-ce que tu t'es dit, est-ce que j'en suis capable? Est-ce que tu t'es posé ces questions-là? Ah pas du tout, non, bien sûr. Complètement, tu dis voilà, c'est quoi ce truc? La page était vraiment blanche. Est-ce que j'en suis capable? Puis où ça va aller? Enfin, un média qui se lance, voilà, on ne sait pas ce que ça va donner, qu'est-ce que ça va être. Enfin, c'était vraiment un petit peu flou encore. Et puis en même temps, j'avoue que j'aime la télé. Je pense que pourtant, en ayant fait voilà du digital, et je me suis dit, oh, c'est quand même, j'ai une chance de dingue. Un média qui se crée à Rennes. Ça n'arrive pas tous les jours. Et je me suis dit, si je n'y vais pas, je le regretterai. Donc, c'est comme ça que je suis partie. Et effectivement, avec une page blanche, avec 12 minutes d'infos par jour, qu'est-ce qu'on fait? Et donc là, c'est pas qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait par quoi vous avez commencé alors? En fait, j'avais 3 chantiers en parallèle. Il y avait la faisabilité technique. Oui, parce qu'on oublie, mais la télé, c'est beaucoup de technique, parce que c'est à la fois l'image, le son. C'est ça, voilà. Donc en fait, il y a tout un, je dirais que c'est un peu lourd, qui est, ok, on fait un JT, est-ce qu'on le présente? Est-ce qu'on met un présentateur, une présentatrice? Est-ce qu'on fait un studio? Où on fait le studio, où on fait la régie, qui s'en occupe? Donc, il y avait, je dirais, tous quels outils on va utiliser pour faire un conducteur, des choses très pratico-pratiques. Il y a aussi la partie rédaction. Qui je prends pour faire ce JT? Quel type de profil de journaliste je prends? D'où ils viennent? C'est quoi leur parcours? Et puis, il y a qu'est-ce qu'on raconte, qui est aussi un peu important. Et c'est vrai que, et en même temps, pas se mentir, ce qu'on raconte dépend un petit peu de ce qu'on peut faire techniquement. Parce que si vous faites un tout image, vous voyez, tout image, on enchaîne des sujets, quelque part, éditorialement parlant, c'est toujours un peu plus flou. Donc, si on ne fait pas un tout image, donc il nous faut d'autres moyens techniques. Voilà. Donc, c'était un peu travailler sur ces 3 chantiers-là en parallèle. Et c'est vrai que l'expérience que j'avais pu avoir, entre guillemets, d'entrepreneurial m'a vachement aidée parce qu'il y a un budget, il y a un business plan, voilà, il y a tout ça qu'il fallait prendre en compte. Et sur l'éditorial, on fait partie du groupe Ouest France, ce qui est une sacrée responsabilité. Quand on se retrouve directrice de la rédac, parce qu'on se dit qu'on doit faire un journal, évidemment en lien avec les valeurs du groupe Ouest France, avec toute la rédaction qui est derrière, en lien avec cette rédaction et le soutien aussi qu'on peut avoir à la rédaction, et en même temps en étant persuadé qu'on ne peut pas faire de l'info aujourd'hui comme avant. Parce qu'un JT d'info, pour en faire un comme tous les autres, ça n'avait pas grand intérêt, on est trop petit, personne ne nous connaît. Par rapport à 20h de TF1, ça ne sert à rien. Donc c'est comment on va raconter l'info différemment. Et là, moi, je suis toujours persuadée encore qu'il faut la faire en se rapprochant des codes des réseaux sociaux. Et qu'on ne fait pas un JT. Aujourd'hui, le JT, c'était je fais mon JT, puis limite, hop, on éteint la lumière et puis c'est fini. Non,
On doit vivre, je vous disais que l'ambition du groupe, c'est que ce soit un tout. Nos contenus doivent vivre sur les réseaux sociaux, ils doivent pouvoir vivre dans un journal, dans un article de Ouest France. Et donc, ça veut dire des nouveaux codes, ça veut dire plus de proximité. On se tutoie à l'antenne. Martin a un vrai ton de proximité avec les téléspectateurs. Les personnes qu'on interroge, elles sont face caméra, comme les codes des réseaux sociaux. On donne le micro à nos intervenants. Voilà, plein de choses comme ça. Et on fait beaucoup d'incarnation, beaucoup de décryptage qui se rapprochent effectivement des codes des réseaux sociaux parce que je reste persuadée qu'on ne peut plus faire le journalisme d'information comme on le faisait jusqu'à présent. Et ce qui est intéressant quand on lance son média, vous écoutez, c'est qu'il y a quand même un côté expérimental. Toi, c'est ce que tu te dis, c'est qu'en fait, vous apprenez un peu tous les jours, vous laissez la possibilité de tester des choses, de voir ce qui marche, etc. Ce qui est peut-être moins le cas quand on est sur une émission, un contenu, un média déjà installé. On a la tête dans le guidon et on n'a plus ce côté expérimental. Y a déjà un principe de réalité, c'est qu'au départ, personne ne vous regarde. Donc vous êtes assez tranquille, je dirais. Non, mais c'est vrai, je veux dire, le 1er septembre, alors si le 1er septembre, les gens regardaient, c'était le lancement de la chaîne, mais enfin le 2, on est déjà un peu plus tranquille. Et ça, c'était vraiment aussi la leçon qu'on avait de BFM TV. Au départ, personne ne vous connaît. Donc vous avez une liberté qui est géniale. Le sujet que vous avez fait de telle manière, le 3 septembre, le 12 décembre, vous faites différemment, personne ne vous dit « je comprends pas ». Voilà. Donc on est... Il n'y a pas d'attente, en fait. Il n'y a pas d'attente. Donc c'est une liberté incroyable. Et c'est aussi hyper challengeant, et notamment pour les équipes de rédaction, c'est-à-dire qu'on change tout le temps. Tout le temps, on va inventer de nouveaux formats. On va dire, tiens, cette actualité, comment on va la faire? Quel angle on va chercher? Donc, il y a une stimulation intellectuelle qui est géniale. C'est un peu épuisant aussi. Mais c'est cette liberté. Et puis aussi, je tiens à le dire, on a une liberté éditoriale totale. Et ça, c'est vraiment à souligner aujourd'hui. Le groupe Ouest France vous laisse complètement tranquille. Mais complètement. François-Xavier Lefranc, qui est le président du directoire et qui est le directeur de l'information, donc mon directeur de l'information, il m'a dit, écoute, tu sais faire de la télé, vas-y. On te fait confiance. Donc on fait oui, comme ça, d'accord. Et voilà, et ça c'est une chance incroyable. À aucun moment personne n'est venu me dire en disant Céline, ton ouverture, ouais, je sais pas trop. Non. Donc ce que je dis aux équipes, on a une chance incroyable en 2026 de pouvoir faire un média. Alors évidemment en lien avec les valeurs. Je pense que si on n'était pas en lien avec les valeurs d'Ouest France, on m'aurait déjà tapé sur les doigts. Mais de faire de l'information, de proximité en lien avec les territoires au niveau national et en faisant un peu comme on veut et en essayant de casser un petit peu les codes de l'info classique. Très bien, merci. On va peut-être passer la parole à la salle. S'il y a des questions qui sont générales, personnelles. Oui, je t'ai vu en premier. Donc, je ne sais pas si on peut faire passer le micro. Jetez-le pour voir. Vise. Bonjour, merci pour la présentation. Je me tourne vers vous, Anne-Sophie Novelle, parce que le média que vous avez créé, c'est-à-dire qu'il y avait pas, c'est une idée que vous avez eue vous, et puis ensuite, il n'y avait pas forcément d'autres personnes autour, ou en tout cas pas au début. Et je me posais la question, comment, dans un sens, est-ce quand on crée un média de toutes pièces comme ça, comment est-ce qu'on croit en un concept? Comment est-ce qu'on se lance dans un concept et en se disant ça n'a pas été déjà battu et rebattu 1000 fois voilà, comment c'est une bonne question, ça. On est original en fait. Merci. Merci. Moi, j'avais la conviction qu'il fallait faire quelque chose et une intuition. J'ai été voir des personnes qui m'inspirent beaucoup, et notamment Caroline Gomez, qui s'occupe de la direction artistique du journal, ou Yvan Maty, qui est photographe, qui lui m'a aussi poussé un peu, parce que j'ai hésité. Il m'a dit, mais ton projet, il est très beau, vas-y, on part à vélo, on va éprouver le territoire, et on va comme ça explorer l'entre-deux-mers. Et je lui ai dit, banco, ça me va. Voilà. Après, je l'ai dit, le 1 était mon école aussi journalistique, ma famille journalistique. Je sais ce que le papier peut créer. J'avais envie de me rendre disponible, que les gens puissent nous rencontrer. Et que ce support papier soit aussi le symbole de quelque chose qui puisse circuler. Il coûte 7,50 €, c'est un peu plus cher que ce qu'on aimerait. Au départ, j'aurais voulu que ce soit 5 €, mais les gens comprennent que c'est un objet papier et on propose des tarifs solidaires ou des tarifs de soutien. Donc voilà, après, je ne suis jamais sûre de rien. Enfin, je pense qu'on crée quelque chose de cette nature, on est en prise au doute tout le temps. Et puis, c'est plus facile de travailler seul, de se donner ses propres objectifs et ses propres contraintes que d'avoir une équipe à gérer.
de faire attention à l'heure à laquelle on envoie les mails, de ne pas sursolliciter, d'apprendre à mettre en place une bonne gouvernance. J'ai dû décortiquer pas mal de... je voulais que mes journalistes soient pigés, je ne voulais pas que ce soit du droit d'auteur ou de la facture, donc c'est aussi ce temps-là qu'il fallait pour que nos valeurs soient... Et puis après, c'était aussi se dire, on n'est pas dans les codes noir, blanc, rouge de la presse traditionnelle. Je pense qu'elle fatigue. Les gens, ils prennent Ismé comme un cadeau. Ils nous disent, c'est beau, vous nous offrez quelque chose. Et il y a beaucoup de femmes, moi j'ai constaté qu'il y a plein de femmes qui avouent être fatiguées de l'information, déprimées, qui s'en éloignent. Et Ismé, on a beaucoup de femmes qui nous soutiennent. Ça circule beaucoup. Il y a beaucoup d'hommes qui nous soutiennent aussi, mais il y a quelque chose qui se passe travers ça. Et donc c'est cette intention-là qu'on essaye de porter, mais je dois aussi déconstruire qui je suis en fait, mon milieu social, mon parcours, ce que je représente. Il y a une notion de aller vers qu'on doit travailler, et c'est pour ça que j'ai besoin de temps pour le faire. Et dans mon équipe, il n'y a pas que des journalistes. Donc j'ai dit, il y a Yvan qui est photographe, mais on a des paysagistes, géographes, on a des comédiens, parce que des gens qui ont travaillé avec Bruno Latour et qui travaillent justement sur le territoire, sur c'est quoi. Enfin, on a eu les Gilets jaunes qui étaient très engagés aussi, nous, du côté de Langon, Saint-Macaire, avec des cahiers de doléances qui ont été très forts. Donc cette parole-là, elle a été exprimée. Qu'est-ce qu'on en fait, journalistiquement parlant? Comment est-ce qu'on l'accompagne? Comment est-ce qu'on travaille quelque chose au long cours qui permette de résonner dans ces attentes fortes à cet endroit-là. Donc c'est aussi une démarche où moi je prends plaisir parce que je vais déconstruire des choses que j'ai faites et on va aller vers de la nouveauté. Donc c'est pas un long fleuve tranquille, mais on est habité par ce type de projet. Puis on se dit, on va tester. Et comme je vous l'ai dit, je me mets pas cet objectif de... Bien sûr que j'ai envie que ça marche, mais on se dit aussi qu'on est là pour tester des choses et qu'on a le droit à l'erreur et qu'on va semer quelque chose, mais qu'on va aussi beaucoup apprendre et qu'on va itérer de cette manière-là. J'ai dit à l'équipe, le papier, c'est un investissement qu'on fait. Si dans un an, il faut qu'on fasse un point en disant peut-être qu'on aura juste le web, il faut s'y attendre. Donc on est aussi beaucoup comme ça. Voilà, je ne sais pas du tout si j'ai répondu à la question. Mais on passe à la question suivante. Bonjour, ma question s'adresse à Céline Monsalier. Je m'appelle Emmanuelle Dancourt, je suis journaliste en télévision et mon métier c'est de présenter des émissions de télévision. Et dans un parcours qui a démarré à France 3 Bourgogne-Franche-Comté, qui est passé par Public Sénat, par différentes chaînes, etc. Actuellement, je suis à RMC. À un moment, j'ai travaillé pour une chaîne qui s'appelait Région, qui est une chaîne qui n'a pas duré longtemps, qui avait été lancée par le service public, par France Télévisions. C'est une chaîne qui a duré 5 ans, qui était basée en région, alors pas à Rennes, mais à Écully, donc à Lyon. Et dans cette émission, j'ai fait plein d'émissions, mais notamment le talk-show de la matinale. Et cette émission a fermé ses portes au bout de 5 ans, dans les larmes. Et je me suis demandé, quand j'ai vu la création de Novo 19, qui est donc basée en région, si vous étiez appuyé... D'abord, je pense que personne ne sait que cette chaîne a existé. On faisait 0% d'audience, donc c'était génial, parce qu'on faisait absolument ce qu'on voulait. Et je crois qu'à la fin, on a fait 1% d'audience, avant de fermer. Mais ça donne une liberté de dingue. Et je me suis demandé si vous étiez appuyé sur ce modèle-là de région, si vous aviez... Non, d'accord, ok, merci beaucoup Céline. Non, pas du tout. Vous n'avez pas du tout regardé ce qu'on avait fait. Mais en même temps, je parle de ça, c'est il y a 15 ans. Hein. Non, ma fille n'était pas née, donc c'était il y a 25 ans. Attendez, je ne savais même pas que Région existait, pour être transparente avec toi. Je ne savais pas. D'accord. Non, après, non. Alors, on nous a beaucoup posé la question de la différence avec France 3. Tu vois, par contre, oui. Tu vois, sur la chaîne des territoires. Oui, moi qui suis un bébé France 3 en plus. Voilà. Ouais. Alors, effectivement, France 3 aujourd'hui n'est plus, je parle d'info, c'est plus une chaîne nationale, puisque c'est des chaînes régionales avec un décrochage d'info nationale. Donc déjà, là, c'est la vraie différence. Après, si tu veux, ce qui est compliqué, effectivement, c'est de dire comment on parle des territoires au niveau national. C'est quelque chose qu'on se pose tout le temps. Tu dis... quelle actu d'un territoire va potentiellement concerner, que tu habites l'île de la Réunion, Lille, Toulouse... ou autour, par exemple, comment est-ce qu'on fait pour trouver ce lien-là? Donc, on ne sait pas forcément... Moi, je ne me suis pas penchée sur ce qui a été fait en termes d'infos régionales. Moi, j'ai fait les France 3 aussi. J'étais pigiste, donc j'ai fait la tournée des France 3 pendant quelques temps aussi. Donc, je sais ce qu'est l'info locale. La plupart des journalistes qui font partie de la rédaction sont aussi passés ou par les BFM Région ou par les France 3. Donc, l'info de proximité, c'est quelque chose qui nous parlait. C'est plutôt comment est-ce qu'on fait pour avoir une info de territoire qui parle à tous. Et le fait d'être à Rennes, par contre, ça change tout. C'est-à-dire que quand on se dit « Ok, c'est un bout de papier, bon, on va faire de l'info. Est-ce qu'on va à Paris ou pas? Est-ce que j'ai un bureau à Paris ?» Vraiment, première question. On se dit « À Paris, il y a tout, il y a la politique, etc. » Je me dis « Non, on ne va pas mettre de bureau à Paris. » Et déjà, de ne pas mettre de bureau à Paris, déjà, je peux te dire que tu vas chercher plein d'autres personnes que tu n'as jamais rencontrées. François-Xavier Lefranc disait, en lancement de la chaîne, c'est la chaîne de celles et ceux qu'on ne voit pas.
bah, va les trouver, celles et ceux que tu vois pas, parce que si tu les vois pas, c'est que tu les connais pas. Et donc en fait, mais c'est un vrai travail tous les jours. Et en plus, moi, j'avoue que je porte aussi expert.bzh, qui est là pour valoriser la place des femmes dans les médias. Et c'est ça, c'est trouver des gens qui ne parlent pas, trouver des femmes qui ne parlent pas et qui sont dans les territoires. Et on se rend compte, évidemment, c'est un peu une vérité de la palisse, qu'il y a un nombre de compétences incroyables dans les territoires, sauf que en médias nationaux, on va prendre une personne qui est passée sur LCI, sur BFM, sur machin, qui parle très bien, femme ou pas femme, peu importe, et qui va pouvoir nous apporter cette expertise. Donc c'est un travail, mais c'est beaucoup de boulot, parce qu'il faut aller les chercher, que nos correspondants travaillent évidemment, nos correspondants viennent des groupes de presse, que ce soit Sud-Ouest, les Bras, etc. Donc ils ont une connaissance du territoire, mais pas de tous. Et puis on leur dit, j'ai pas envie d'avoir le représentant syndical, j'ai pas envie d'avoir la fédération des transports, va me trouver la personne qui est touchée directement par ce dont on parle. Et ben, ça demande un peu de boulot. Donc c'est plutôt la proximité, on l'a trouvé plutôt comme ça, en se disant, cette info de territoire, elle peut parler à tous, en essayant de la raconter un peu de manière différente, et surtout en essayant de ne pas avoir les mêmes interlocuteurs que ce que l'on voit partout. Et c'est vraiment donner la parole aux gens, à celles et ceux qui vivent l'actualité, et pas forcément aux représentants de ceux qui se disent qu'ils vivent l'actualité. Et comment on sort des biais aussi régionaux? Parce que nous, on recevait toutes les spécialités régionales. J'ai jamais aussi bien mangé de toute ma vie. Toutes les spécialités régionales, on était la chaîne des régions. Donc forcément, on allait parler que du terroir. Et non, c'était pas ça. C'était toutes les initiatives en région. C'est vrai qu'on a un pays qui est très parisianiste. Toutes les initiatives en région, l'énergie qu'il peut y avoir dans les régions. Et ben, en fait, je suis contente qu'il y ait une chaîne qui a un peu pris le relais de manière plus moderne, forcément. Et voilà, c'est juste pour dire ça. Merci beaucoup. Bah, merci à toi, Emmanuel. Mais non, mais enfin, c'est effectivement pas évident. Et en plus, quand on est une chaîne du groupe Ouest France, beaucoup de gens étaient persuadés qu'on ferait l'actualité de l'Ouest aussi, ce qui a pu paraître potentiellement un peu déceptif au départ. Donc voilà, c'est comment on parle de tous les territoires, et notamment aussi les Outre-mer, on y tient beaucoup. Bonjour, merci pour la présentation. La question est la suivante, elle est pour vous quatre. Est-ce que vous pouvez me dire les grandes étapes que vous avez pu ou dû traverser pour créer un média ? Merci. Que ce soit pour la version papier ou pour la version l'ensemble? Les deux. Ben, en fait, moi souvent les gens me disent, est-ce que vous avez fait un business plan? Et je réponds, un business quoi? Moi je me suis lancé parce que j'aimais écrire, j'aimais ce style d'humour, et absolument personne autour de moi ne comprenait ce que je faisais. Et j'avoue que je me suis lancé là-dedans parce que j'aimais ça. Voilà. J'ai pas regardé derrière, j'ai pas fait de business plan, et j'ai fait ma fin de contrat à Direct 8 décembre 2012. Le Gorafi, ça faisait 8 mois que ça existait, et au 1er janvier 2013, je me suis mis à travailler à temps plein sur le Gorafi, sans verser salaire, sans rien. Donc ça a été un processus qui a mis quand même pas mal de temps avant qu'on arrive à être une société, à gagner de l'argent et tout. Donc j'ai fait ça parce que j'aimais ça. Après, pour la version papier, on a eu beaucoup de discussions avec nos confrères de The Onion pour discuter avec eux comment, eux, ils étaient revenus au papier, les différentes difficultés qu'ils avaient eues. Donc ça a été aussi hyper instructif d'avoir des retours d'expérience pour nous mettre, nous, au travail, et après, trouver un partenaire. Donc là, ça a été la Dépêche du Midi, parce qu'ils sont déjà actionnaires minoritaires de DC Company, auquel appartient le Gorafi. Donc du coup, avoir quelqu'un comme ça qui a une expérience en matière de publication, de journaux, de maquettes, nous, ça nous a mâché le travail, en quelque sorte, de savoir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. On a énormément discuté avec eux par visio et tout, avec le maquettiste, pour justement, en termes de longueur des articles, de trouver le bon format. Voilà, ça a été vraiment... Je dirais pas qu'on n'a pas eu de difficultés, on a été guidés dans la mise en place et dans la réalisation du journal. On s'est jamais heurté à un mur en mode « Ah mince, on ne peut pas faire ça ». À chaque fois, on a réussi à trouver une solution, une adaptation et tout. Donc voilà. Nous, je trouve qu'en 3 mois, on a fait la chose. Donc on est assez surpris d'y être arrivé presque aussi facilement. Mais parce que je pense qu'on a été bien accompagnés. Alors, j'ai essayé de les lister. Nous, la première étape, c'est des rencontres sur le territoire pour dire, voilà, si on crée un média local, c'était déjà, est-ce qu'il y a un besoin? J'ai pas envie de me faire plaisir, moi, en tant que journaliste, et uniquement ça. C'était dire, est-ce qu'il y a un besoin? Quelle allure ça aura? Sous quel format? Quels sont vos grands sujets de préoccupation? Donc, vraiment beaucoup d'écoute. Et un sondage où 150 personnes nous ont répondu, et c'est lors de ce sondage que le non a été choisi. On avait fait plusieurs propositions, et donc les gens ont choisi dans cette proposition. Je ne pensais pas qu'Ismé allait être retenu, et en fait,
Il y a un attachement très fort à ce prénom et même les enfants en parlent très bien, c'est très chouette. Donc, deuxième étape, ça a été l'identité. C'est-à-dire que Caroline Gomez, j'ai dit voilà le projet. Et donc, on a travaillé ensemble l'identité qui apparaît sur le premier numéro encore. C'est un visage, vous voyez, donc 2 yeux et les cheveux qui donnent l'idée des fleuves. Et l'encre de mer, c'était vraiment ce petit jeu de mots, parce que chez nous, tout est entre 2 charpentes, entre 2 boulanges, entre 2 ceci. Et puis moi, ce qui m'intéressait, c'était, ça veut dire quoi vivre dans un entre-deux, dans une société polarisée. Donc avec cette intention vraiment de dire, est-ce qu'on a le droit de ne pas prendre parti, voilà. Donc l'identité. Un compte Instagram sur lequel j'ai fait beaucoup de veille au départ pour identifier les initiatives et pour aussi prendre la parole en disant voilà notre intention. Et quand on a fait notre premier tour à vélo, on a communiqué. Voilà. Ensuite, ça a été le dossier DRAC en disant on a créé la structure, on a une association, on va lancer un média, est-ce que vous pouvez nous aider ? C'était pas gagné du tout, mais en fin d'année, on a eu une bonne réponse. Un local qui nous a été proposé dans un tiers-lieu d'artisans d'art. On vient de le quitter pour s'installer dans une librairie, donc ça c'est très chouette, ce sera une autre étape. Et en parallèle, une newsletter, une infolettre, une fois par mois pour tenir au courant et faire de la veille sur l'actualité locale, en disant le temps qu'on se lance, on va faire une infolettre. Et on a fait grossir comme ça notre base d'abonnés. Et on a travaillé, on a fait plein de tests. Ça permet de tester, de voir les stats, de voir un peu comment les gens réagissent à l'information. Puis moi, je voulais déconstruire ce que je faisais. Beaucoup d'écologie. Quel sujet je vais aborder si je ne traite pas ça ? Comment je fais ? En fait, je suis sûre de rien. Beaucoup de temps. On a fait attendre beaucoup les gens. La campagne de financement participatif pour aussi acquérir une base d'abonnés, en fait. Jamais négliger ce moment parce que ça prend beaucoup de temps et d'énergie. Plein de dossiers, comme j'ai fait l'an dernier, de demandes de subventions, avec la chance d'avoir des gens qui nous disent « Votre projet, il est chouette, venez, on peut vous soutenir, vous avez le droit à tel accompagnement ». Donc on a aussi eu beaucoup de personnes très bienveillantes qui étaient contentes de nous voir arriver. Et ça, c'est très agréable quand on se lance. Et puis après, l'étape maquette. Maquette et premier numéro, on se lance et là, on se dit comment ça va marcher. On l'a imprimé à, je crois, 750 exemplaires. On a été en rupture de stock sur le premier, donc il y avait un effet d'attente et de nouveauté qu'on a réimprimé. Et puis voilà, là où c'est le plus dur, je m'arrêterai là-dessus, c'est sur le marketing. Franchement, voilà, c'est vraiment pas mon truc. Et donc là, il faut qu'on trouve une personne pour nous aider. On le néglige tout le temps de tous les exemples de médias que j'ai vu se lancer, en ayant vécu aussi des échecs de l'intérieur. Cette partie de communication et de marketing est souvent négligée, alors que ça représente un gros poste de financement et c'est très important quand on lance un média. Donc il ne faut pas le négliger, mais j'avoue que c'est pour moi une ingénierie que je ne maîtrise pas du tout. Et après, c'est les tarifs aussi. Tout ce qui est tarification, moi, je suis pas, mais je trouve ça dur, en fait, de savoir à quel moment je continue d'investir, à quel moment c'est juste comment je communique là-dessus. Donc là-dessus, voilà, quand on est formé pour être journaliste, on n'est pas forcément chef d'entreprise. Donc il y a des structures aujourd'hui qui accompagnent bien, il y a des gens qui savent faire ça. Moi, au début, je me suis adressée à Jeanne Laprairie, possible à Nantes. J'ai d'autres mentors, entre guillemets, des personnes qui sont passées par là. Donc il ne faut pas hésiter à se faire aider et à beaucoup confronter ce que vous faites avec ce que d'autres ont déjà fait. Tu parlais de marketing. Nous, notre plus grosse difficulté, en fait, a été au final de convaincre nos lecteurs que le journal existait vraiment. Ah bah oui. Voilà, parce qu'ils étaient persuadés que c'était un canular, que c'était un poisson d'avril, parce qu'on a eu la riche idée de sortir en avril. Donc, il a fallu bombarder, marteler sur les réseaux sociaux, de dire que c'est un vrai journal. Et on a regardé aussi ce que fait The Onion, et effectivement, les auteurs de The Onion nous ont confirmé qu'ils ont la même difficulté chez eux d'expliquer que c'est un vrai papier, un vrai canard. Donc, si vous allez même sur le site, vous allez voir, il y a plein de ce qu'on appelle des call to action qui expliquent abonnez-vous, le papier existe et tout. Donc, nous, ça a été finalement la dernière étape, la plus complexe, à dire le papier, il est vrai, il est là. Alors moi, je peux réagir sur le marketing. Après, c'est pas vraiment comme vous parce que nous, c'est issu d'un grand groupe avec du contenu déjà existant. Donc, en fait, on avait déjà notre public. C'était savoir s'ils allaient nous suivre sur ce flux. Pour réagir sur le marketing, nous, en plus, on a la chance d'avoir un média, donc la chaîne mère France Inter,
qui marche très bien. Et en fait, nos petits auditeurs, leurs parents, ils écoutent nos contenus parce que leurs parents écoutent déjà France Inter. Donc en fait, il n'y a plus qu'à dire sur France Inter que mon petit France Inter et mon tout petit France Inter existent. Et on a notre public, donc on n'a pas eu ce type de problème-là. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais effectivement, je pense que l'identité, à qui on s'adresse et comment, je pense que c'est vraiment la clé. Après, bon, effectivement, hein, il y a beaucoup d'enjeux financiers, etc. Mais pour attirer, il faut vraiment savoir à qui on s'adresse et comment on s'adresse. L'exemple que je vous donnais tout à l'heure, je pense que le fait que ce soit des enfants qui animent la chaîne, un peu comme un phénomène de cours de récréation, hein, allez viens on joue, plutôt qu'une maman qui arrive avec le jeu qui dit allez viens fais un jeu, bah, ça fait pas du tout le même effet en fait. Voilà ce que je peux apporter comme élément. Je pense qu'on est tous pareils et sans aucune prétention. Je pense que c'est de croire qu'on peut réussir à faire quelque chose. Quand je vous disais LJT, on veut réussir à créer des formats différents pour attirer un public différent. La cible de la chaîne, c'est les 25-49. On me dirait c'est la cible de tout le monde, je pense. Mais bon, voilà, les 25-49 ans. Ça, c'est pas toi, c'est beaucoup plus jeune, tu as raison. Après, tu les enverras chez moi, tu vois. Non, voilà, à 25-49 ans, comment on fait aujourd'hui? Tu parlais de fatigue informationnelle. Comment on fait pour que les gens ils aient envie de regarder de l'info aujourd'hui? Alors, on dit en linéaire, évidemment, et au moment direct. Il y a le replay, il y a les plateformes pour ça. Là, je viens d'avoir les audiences typiquement d'hier. On a fait 2,1% de PDA sur les 25-49. Donc, ça veut dire que hier, ça marche, quoi. Et rien que ça, j'en ai encore à chair de poule, je dis waouh, c'est cool. Et donc je crois qu'il y a un côté un peu, faut croire, alors fort de nos expériences, de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a fait. Voilà, c'est de se dire, je crois en ce projet-là, je crois qu'on peut faire un peu différemment. Peut-être qu'on se plante et on essaie, on rate et on repart, mais la conviction. Et je pense que sans prétention, la conviction qu'on peut réussir à faire quelque chose de différent. Voilà, typiquement hier, nous on est hyper contents parce que ça marche, c'est-à-dire qu'on a, alors évidemment sur les 4+, la courbe elle est pas géniale, hein, mais on peut pas satisfaire tout le monde. Mais voilà, sur les 25-49, on dit c'est cool. Et la courbe elle est belle, c'est-à-dire que les gens restent, c'est 15 minutes d'infos et quand les gens sont là du début jusqu'à la fin, on se dit waouh, c'est-à-dire qu'on a réussi à les maintenir. Et c'est ça notre objectif. Nous, le JT, c'est, j'ai les chiffres officiels, on m'a donné ça. Nous, on est à combien Alors la chaîne, c'est 27 millions de téléspectateurs par mois. Et nous, on a 1,3 million de téléspectateurs par semaine sur la chaîne. Donc le linéaire, on dit que la télé est morte, c'est énorme. Ça draine énormément de gens chaque jour. Chaque jour, il y a 1,3, il y a quasiment 4 millions de personnes qui passent sur la chaîne chaque jour. Donc il y a un potentiel énorme, tant qu'on ne dit pas qu'il est tout seul. Tant qu'on dit que ça va avec une plateforme, ça va avec un groupe. Et là, effectivement, ça a du sens. Mais je dirais la conviction, moi. Bonjour Christine Lamiable, journaliste PJ. C'est une question pour Sébastien. Je suis curieuse de savoir qui constitue l'équipe pour ce média qui n'est pas un média. Donc j'imagine que ce ne sont pas des journalistes, ce sont plutôt des auteurs ou des autrices. Mais est-ce qu'ils ont quand même un lien avec l'actu, une expérience passée de journaliste ou une fibre journalistique? Non, la plupart, c'est des auteurs comiques qui écrivent pour des spectacles, pour des stand-up, pour des chroniqueurs. Ils sont même eux-mêmes parfois stand-uppers. Donc, c'est des gens qui ont une expérience de la comédie, déjà, pour cet humour un peu anglo-saxon, mais qui lisent beaucoup la presse. Et je leur dis même, faites des revues de presse, lisez la presse en profondeur pour justement absorber cette musicalité. Alors, après, on a testé des vrais journalistes. Mais on s'est heurté au fait que le journaliste, il aura du mal à casser le 4e mur, il aura du mal à aller dans cette fantaisie, parce que, et je ne peux pas le blâmer, il ressort ce qu'il a appris. Donc du coup, on va se retrouver avec des textes et des titres trop vrais, et qui vont manquer de fantaisie et tout. Après, c'est là où c'est intéressant, on a des auteurs qui sont parfois devenus après journalistes, qui ont écrit pour des titres de presse. Donc je pense que c'est intéressant, c'est plus facile de partir de la satire pour devenir après un journaliste, on va dire, sérieux, que de faire le chemin inverse. Parce que casser les murs, casser les codes est plus compliqué quand on vous a appris ça. Et ça, je ne peux pas le blâmer. Mais la plupart sont tous donc, des auteurs comiques avec une expérience de comédie. Et on va dire une douzaine de personnes. Et mon principal défi aujourd'hui, c'est à chaque fois de ne pas perdre le lien avec le lecteur et que le Gorafi ne vieillisse pas en même temps que son lectorat. Donc c'est d'arriver aussi, tous les 2 ou 3 ans, de renouveler notre pool d'auteurs avec des auteurs plus jeunes, plus en phase avec l'actualité et qui vont être capables de rebondir sur des références culture pop actuelles, on va dire pour cibler un public plus jeune, mais de ne pas vieillir en même temps que le lectorat. Ça, c'est vraiment notre défi principal. Est-ce qu'il y a encore des questions? On a le temps pour 1 ou 2 questions. Ouais.
Bonjour, je suis étudiant journaliste, je serai à Ouest France cet été. Et j'avais une question pour Céline concernant les audiences. Est-ce que vous aviez un objectif et est-ce que vous êtes satisfait, vous en avez parlé un peu, est-ce que vous êtes satisfait de ces audiences ? Alors, il y a effectivement un objectif d'audience, parce que l'audience, c'est un peu ce qui fait vivre un média, en tout cas en linéaire. Pour le JT, il n'y en a pas. Ça, j'insiste là-dessus, parce que faire de l'audience sur l'information, c'est compliqué. C'est-à-dire que si on se dit Liban, ça ne plaît pas, on n'en parle pas, voilà. C'est un peu antinomique par rapport au métier de journaliste. Donc sur la chaîne, il y en a. Il y a deux types d'objectifs. Il y a l'objectif, je dirais, fin 2025. La chaîne est lancée le 1er septembre, et puis 2026. 2025, on a tenu nos objectifs, même un peu plus. Alors, ça peut paraître assez anecdotique, ce que je veux dire comme chiffre. On a les objectifs de 0,8 sur les 4+, et 0,9 sur les 25-49. Donc 4+, c'est tous les gens qui ont 4 ans et plus jusqu'au bout, je veux dire. Voilà, et 25-49, vous l'aurez compris, les 25-49 ans. Donc voilà, donc on était à 0,8-0,9 fin d'année. L'objectif de fin 2026, c'est d'être à 1% de part d'audience sur notre cible, sur les 25-49, ce qui n'est pas évident, puisque lancer une chaîne aujourd'hui, vous voyez le paysage de la TNT, il y a une offre qui est très importante, donc ça se construit au fur et à mesure. On est assez content, puisque parfois, et c'est pas pour dénigrer nos amis de France Info, mais on fait de meilleures audiences que France Info, qui existe depuis 2016 maintenant. France Info Télé, bien sûr, évidemment. Bien sûr, télé. Bien sûr. Non, France Info Télé, donc voilà, qui existe depuis 10 ans. Donc c'est-à-dire qu'il y a des gens, je vous disais, on a 4 millions de téléspectateurs par jour qui passent sur la chaîne, donc il y a un vrai potentiel. Après, on est aussi en lancement de chaîne, donc ce que je disais pour l'info, ça vaut pour la chaîne aussi. On tente des trucs, ça marche pas. Il y a aussi une grosse problématique, c'est que cette télé, et je pense que c'est une des rares télévisions, je ne vais pas dire la seule, je ne veux pas dire de bêtises, qui se crée avec un groupe de presse qui n'est pas un média télé. Prenez TMC, il y avait déjà TF1, prenez WF1. Voilà. Donc en fait, nous, on est parti avec 0 contenu télé. Tu parlais de contenu, tu vois, pour monter mon petit France Inter. Nous, on est parti, il n'y avait rien. Il y avait 0 contenu télé. Donc forcément, quand vous devez faire une chaîne 24 heures sur 24 en un temps un petit peu record, on va dire ça comme ça, on a acheté des programmes qui existaient déjà. Et là, on arrive en 2026 avec ce qu'on appelle des productions propres, qu'on a les tourner nous, qu'on a choisi éditorialement, qui sont dans le sens de la chaîne. Mais tout ça, tu vois, ça arrive en 2026-2027. Parce que tu ne peux pas en 6 mois lancer une chaîne. Et voilà. Donc elle se construit au fur et à mesure, mais on est plutôt, en tout cas, on rentre dans les clous, pour répondre à ta question, des objectifs qui sont fixés pour la chaîne. Et Ouest France qui annonce peut-être un plan d'économie, ça vous fait peur ou pas à nouveau c'est ça qu'il faut comprendre aussi, et je pense que ça a été, je parle pas sous couvert de la grande direction, mais en tout cas, c'est deux choses différentes. C'est-à-dire que la chaîne de télé, c'est un investissement. Tu évoquais ça tout à l'heure, mais c'est un investissement, c'est de se dire aujourd'hui, pour que le groupe de presse puisse être pérenne, pas aujourd'hui maintenant, mais dans la durée, le groupe se dit il faut qu'on investisse une chaîne de télé pour la vidéo. Ce que je te disais, la vidéo, ça fait le digital, ça fait tout, ça fait une plateforme, ça fait plein de choses. Donc c'est deux choses différentes, c'est deux plans de financement qui sont différents. Il y a un investissement et puis il y a ce qu'on appelle du financement entre guillemets, du fonctionnement. Et là, c'est plutôt groupe Ouest France. Effectivement, c'est dur. Mais en tant que, je dirais, journaliste, c'est dur de voir un groupe de presse qui, effectivement, a des difficultés, mais je pense que malheureusement, c'est un peu le cas de tous les groupes de presse. Donc voilà, donc c'est faire des choix, donc c'est pas simple. C'est pas simple, je pense, pour les journalistes de la rédaction d'Ouest France d'avoir cette télé qui se lance et qui peuvent souvent se poser des questions, en se disant pourquoi une chaîne de télé alors que nous, on est en difficulté. Mais parce que c'est c'est vraiment deux choses différentes. C'est un pari sur l'avenir. Le canal de la TNT, il est pour 10 ans. Voilà, nous on a 3 ans pour être à l'équilibre au niveau du budget, il y a une ambition sur 5 ans, donc on est sur vraiment du temps long. Là où effectivement Ouest France, il est dans comment on gère le quotidien et comment on fait pour s'en sortir. Bonjour. Une question pour Ismé et le Gorafi, à savoir comment vous vous positionnez par rapport à l'utilisation de l'intelligence artificielle pour les textes ou la maquette. Alors nous, on a une politique rigoureusement anti-IA. On a fait un texte l'an dernier pour le 1er avril, parce que chaque année, le 1er avril, on casse un peu le personnage et on publie un article de fond, en fait, qui est une prise de position, on met les pieds dans le plat. Ça s'appelle Poisson artificiel. Et quelqu'un m'a dit il y a quelques semaines que cet article avait été, en quelque sorte, un des articles de référence aujourd'hui. Il est régulièrement cité sur l'approche de l'IA dans les médias,
Et on me cite, quand vous tapez apparemment intelligence artificielle, études, il remonte dans les premiers résultats. Et à l'époque, quelqu'un m'avait dit, c'est quand même incroyable que c'est le Gorafi qui publie la première take vraiment frontale sur l'IA dans les médias. Nous, on n'utilise pas d'IA pour que ce soit une génération d'articles, pour les photos. On l'a essayé, on s'est rendu compte que les lecteurs, il y avait vraiment un rejet total. Et ils nous expliquaient qu'ils n'arrivaient pas à apprécier l'article. C'est-à-dire que la photo en IA provoquait un blocage chez eux. Elle pouvait être super réussie, ça les empêchait d'apprécier l'article en tant que tel. Donc on n'utilise pas l'IA. Et pour moi, ma part, l'IA, c'est un outil qu'on nous impose, dont on n'a pas vraiment besoin. Et en plus, on vous impose un outil et on vous demande de vous couper une jambe derrière. Pour moi, l'IA n'apporte rien, ne résout rien et ne change rien. Il n'y a absolument aucun truc que l'IA a révolutionné, changé, apporté aujourd'hui. Et on voit d'ailleurs à quel point les grandes industries IA aujourd'hui sont en train d'essayer de changer leur modèle économique parce que ça ne marche pas. Sora a fermé il y a quelques semaines alors qu'on nous avait promis que ça allait créer des nouveaux Spielberg. Résultat des courses, ils ont dû fermer parce que 30 secondes d'IA générée en vidéo coûtaient des millions de dollars et qu'il n'y avait pas d'approche de changement économique là-dessus. Donc voilà, pour moi, je pense que l'IA, c'est une bulle. Ça va forcément éclater un moment et j'ai très très hâte d'être là quand ça arrivera. Moi, l'IA, c'est comme quand je suis au volant de ma voiture thermique. C'est que je visualise tout ce qu'il y a derrière. Puis avec Disclose, on a relayé des grosses enquêtes sur les data centers, etc. C'est absolument pas viable. Donc, je n'ai pas du tout envie de l'utiliser. Mais comme ça vient d'être dit, ça s'impose à nous de partout. On utilise WordPress, par exemple, ne serait-ce que pour améliorer un SEO. On nous propose d'utiliser un outil amélioré avec l'IA pour la correction orthographique. Même pour les logiciels de veille que j'utilise depuis 20 ans. Maintenant, c'est l'IA qui prime. Donc, même si on essaye de résister, je trouve ça difficile parfois de ne pas se faire avoir non plus. Après, je me rends compte aussi que dans de nombreuses rédactions, les formations à l'IA sont ultra plébiscitées. À tel point que les formations sur l'écologie, maintenant, c'est terminé. Il faut former toutes les équipes à l'IA. Donc moi, j'ai eu ce débat à de nombreuses reprises. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on n'y va pas? Pas pour nous au sein d'ISME, mais en tant que journaliste. À quel point doit-on se former à ces outils? Est-ce que c'est une bulle? Est-ce qu'on va être pris de court et de vitesse? Voilà. Ce qui me rassure, c'est de me dire que le travail qu'on fait de terrain, jamais une IA pourra le faire. L'aller vert dont je vous parlais, aller rencontrer les gens, personne n'ira, une IA ne pourra jamais faire ce travail. Donc en fait, l'espace de résistance, il est dans la matérialité de ce qu'on propose et dans une charte où en effet, nous, on a une illustratrice qui dessine, on a un photographe qui fait ses photos, qui travaille à l'ancienne, on fait une maquette papier ou voilà. Mais on ne va pas aller se servir en IA. Voilà. Après, il y a peut-être des usages qui peuvent être optimisés. Je pense le SEO, moi, je pense à l'enfer. Ça relève de tout ce que je mets derrière le marketing et qui fait que pour exister et faire démarrer un site, voilà. Donc des fois, je me dis, j'ai demandé à mon webmaster, est-ce qu'il faut acheter ce logiciel qui nous permettrait d'optimiser parce que j'ai personne dans l'équipe qui me permettrait de le faire. C'est le genre de dilemme face auquel on fait. Mais on ne l'a pas fait, en fait. Mais c'est tout un tas de questionnements, l'IA. Et voilà. Donc je suis contre. Mais il y a des choses qui s'imposent à nous et je trouve ça très compliqué de le vivre et j'espère juste un truc un jour, c'est que ça pète parce qu'on se rendra compte que ça n'est pas viable en fait, tout simplement, matériellement parlant. Vous avez déjà une charte ou vous êtes signataire d'une charte? Non, je n'ai pas signé de charte. Je pense que, comme ça a été dit, on porte des valeurs et des convictions. On pourrait la signer si elle existait. Après, on communique là-dessus. On avait fait un flyer en disant, nous, on est sans publicité, sans IA, sans milliardaires. Mais ça fait rire les gens. Et on est des petits producteurs d'informations et on sert le bien commun. Enfin, voilà, on est là. Mais on ne veut pas... dans les ateliers médias que l'on anime, on a cette question. Faut-il enseigner dans les ateliers d'éducation média à utiliser ou non l'IA? Il y a gros dilemme au sein aujourd'hui des journalistes qui font des formations à l'éducation média, parce que certains disent oui, c'est génial, comme on a pu le faire à l'époque avec fake news, apprenez à faire des fake news pour mieux déconstruire une fake news. Mais en fait, est-ce que c'est vraiment comme ça qu'il faut faire? Je ne sais pas. J'ai pas forcément de réponse claire à cet endroit-là. Il nous reste vraiment 5 minutes. Je vois qu'il y a une dernière question. Ouais, c'est par rapport à l'IA aussi, et du coup, la question de charte.
J'en avais un peu parlé avec Louis Espaglière de Vert. Cette question de l'IA, parce qu'en fait, elle est arrivée dans les rédactions peut-être, je sais pas, 2 mois après que la charte soit sortie. Est-ce que vous envisagez une révision de cette charte avec, par exemple, petite annexion de quelques points sur l'usage de l'IA, par exemple, ou c'est pas envisageable, ou ce serait l'objet de carrément un autre travail? Dans la charte, il y a un point qui appelle à être vigilant à l'impact climatique donc en fait, l'IA rentre là-dedans. Donc, pour moi, c'est ça. C'est-à-dire, si on considère l'impact écologique de l'IA, la charte couvre cet espace-là parce que ça rentrerait dans la dépense carbone, on va dire, des déplacements, etc. Quand ça touche la ligne éditoriale, mais on défend aussi une approche très humaine. Donc, à partir de là, on a déjà la réponse. Mais il faudrait que je leur pose la question, voir s'ils estiment que c'est nécessaire. Parce que, pour le coup, Lou disait que lui, il aimerait bien... que c'était certain pour lui que si c'était arrivé juste un peu après, il aurait rajouté des points précisément là-dessus et qu'il n'était pas fermé à l'idée de la prolonger, quoi. Il faudrait qu'on en reparle dans le groupe. On n'a pas échangé depuis un petit bout de temps. Mais bon, vu le passage à vide de l'écologie en ce moment, c'est pas... Voilà, faut attendre un petit peu. Et en parlant d'IA, je pense que vous avez tous vu hier la bourde de BFM TV qui s'est répandue à eux-mêmes sur Twitter, enfin sur X, sur un titre de presse qui était « Les démocrates vont demander l'impeachment au plus vite Donald Trump ». Et ils se sont répandus en disant « Améliore cette phrase, : les démocrates et tout ». Enfin, genre, ils ont copié-collé leur prompt ChatGPT sur une phrase qui est toute simple. Et donc, en plus, ça montre qu'ils prennent le lecteur pour des gens stupides qui ne sont pas capables de comprendre un minimum de 5 mots dans une phrase. C'est assez inquiétant quand même. Ok, il reste 3 petites minutes. Je ne sais pas s'il y a une dernière question. Ouais. Du coup, moi, je suis étudiante en journalisme et j'ai 2 projets médiatiques sur lesquels je suis. Et je me demandais si vous aviez un conseil sur la création d'un média à donner quand on se lance, ou quelque chose que vous auriez bien aimé avoir comme conseil quand vous êtes lancé. Voilà. Moi, je dirais qu'il faut croire en soi. Et à partir de là, il faut se lancer. Moi, quand j'ai commencé le Gorafi, j'ai vraiment, comme je dis, j'ai pas fait de business plan, j'ai pas fait d'enquête pour savoir est-ce que ça va marcher ou pas. Après, j'ai de la chance, j'ai pu négocier ma fin de contrat et on s'est pas versé de salaire pendant quasiment 1 an et demi. Mais donc ça a été vraiment un truc sans filet. Et moi, je me disais, le Gorafi, ça va durer 1 an, puis les gens vont se lasser, ils vont passer à autre chose. 14 ans plus tard, on est encore là. Mais j'avoue, moi, je me suis lancé sans regarder derrière moi, sans penser, on va dire, aux conséquences. Donc, ce n'est pas franchement le meilleur conseil que je donnerais. Mais si vous avez un projet et que vous y croyez, foncez. C'est assez personnel, en effet. Oui, il faut croire en soi, mais moi, j'ai vu aussi beaucoup de fondateurs ou fondatrices de médias s'épuiser, vraiment se ruiner la santé, ne plus avoir de vie personnelle. Et je me suis dit, moi, j'ai surtout pas envie de ça. Mais je travaille beaucoup. Donc c'était aussi où est-ce que je mets ma limite et comment je m'organise de manière à pouvoir le faire en gardant la joie de l'initiative et du faire ensemble. C'est pas facile tous les jours, on se pose beaucoup de questions, mais je pense que c'est important aussi de se poser ces questions de manière très, très intime, de dire où je mets mon curseur, quel moyen je me donne pour arriver à cette fin-là et qu'est-ce qui va me correspondre, moi, dans ce projet-là. Donc c'est important aussi de se poser cette question-là, de faire attention après à la manière dont on embarque les gens dans l'aventure. Moi, pour poursuivre là-dessus, je dirais qu'il faut vraiment faire pas à pas, un pas après l'autre. Il faut pas viser trop vite. Il faut vraiment sécuriser, poser les bases et puis mettre des couches, quitte à commencer petit et grandir comme pour le Gorafi. Voilà, ça peut prendre un peu de temps et tout, mais en fait, il faut pas viser trop parce qu'effectivement, sinon, on s'épuise. Et penser à soi et à sa santé mentale avant la gloire et le reste. Je redis ce que je disais tout à l'heure, la conviction.
enfin, ce que tu dis très bien, croire en soi, ça c'est hyper important, être convaincu qu'on peut apporter quelque chose. Effectivement, la frustration, je disais tout à l'heure aussi, accepter que ça peut prendre du temps, même si on a envie de faire plein de choses, il y a des contraintes humaines, et ça, je rejoins complètement, il ne faut pas s'épuiser. Et puis contraintes aussi parfois économiques qui font que on aimerait être là et pas forcément y arriver. Et après, je trouve qu'aujourd'hui, on a la chance de pouvoir... Il y a des supports qui sont tellement plus faciles pour créer un média aujourd'hui qu'il y a de ça quelques années. Et donc, je trouve que c'est l'occasion de foncer. Enfin, si je prends la partie vidéo, aujourd'hui, faire de la vidéo, ça coûte, entre guillemets, rien par rapport à quelques années quand on devait acheter une caméra. Donc, je trouve qu'en investissement, tout est beaucoup plus léger, plus facile. Il y a plein de supports, il y a plein de moyens de raconter l'information. Enfin, de formation, je dis, voilà, en tout cas, de faire un média aujourd'hui. Et je trouve que c'est une opportunité de dingue. Donc, voilà. Merci. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci à mes intervenants qui ont très bien réalisé l'exercice.